Chère fabuleuse, ton enfant est différent ou gravement malade, ton conjoint est fragilisé par une maladie chronique ou une dépression, ou c'est ton parent qui vieillit et devient peu à peu dépendant. Résultat, toute ton énergie passe dans le soin et l'attention que tu prodigues à ce proche, et il ne reste plus vraiment d'espace pour toi dans ta vie. Je m'appelle Anna Latron, je travaille pour les Fabuleuses au foyer aux côtés de sa fondatrice Hélène Bonhomme. Je suis aussi maman de 2 garçons différents, dont l'aîné est porteur d'un trouble du spectre de l'autisme. Au fil des années, et notamment grâce aux Fabuleuses, j'ai appris à prendre soin de moi pour mieux prendre soin de ceux qui me sont confiés. Alors chez les Fabuleuses, depuis 6 ans, nous avons à cœur de soutenir les mamans et de les aider à retrouver plus de joie de vivre dans leur quotidien. Avec Malakoff Humanis, groupe de prévoyance sociale, nous avons réfléchi ensemble à un moyen de soutenir les mamans aidantes qui sont de plus en plus nombreuses à nous contacter pour nous partager leurs difficultés, leurs fatigues et leur solitude. Bonjour chère fabuleuse, ravie de te retrouver pour l'avant-dernière vidéo de ce parcours. Bonjour Olivier, hier on a construit ensemble notre cercle relationnel. Bonjour Anna. Bonjour chère fabuleuse. Alors comment s'est passé ton défi? Est-ce que tu as pu faire le point sur ton réseau relationnel? Aujourd'hui, je vais te parler des jeux psychologiques. Un jeu psychologique, c'est-à-dire Oui Anna, on ne parle pas de jeu au sens amusant du terme. C'est pas quelque chose où on va jouer pour en tirer de la satisfaction au sens de joie. C'est plutôt un jeu qu'on va considérer comme un jeu d'acteur. C'est plutôt un jeu où chacun va avoir des rôles pour un résultat qui va être écrit comme s'il y avait un scénario qui était déjà rédigé. Alors si je comprends bien, on joue tous des jeux psychologiques dont on n'a pas forcément conscience, mais pourquoi on fait ça? Alors, il faut en fait considérer que la pire des punitions pour l'être humain, c'est l'isolement. Et du coup, on va s'inscrire dans une série d'échanges avec des partenaires qui sont en général dans notre entourage pour avoir des formes de stimulation intellectuelle, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Finalement, on pourrait résumer ça à « fais-moi du bien » ou « fais-moi du mal », mais surtout « fais-moi quelque chose ». Ces jeux psychologiques tournent autour de 4 fausses croyances, de 4 mythes. Le premier, c'est « j'ai le pouvoir de rendre les autres heureux ». Le deuxième mythe, c'est « les autres ont le pouvoir de me rendre heureuse ». Le troisième mythe, c'est « les autres ont le pouvoir de me rendre malheureuse ». Et le quatrième, c'est « j'ai le pouvoir de rendre les autres malheureux ». Alors Olivier, merci pour ces explications. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de jeux psychologiques? Alors, des jeux psychologiques, il y en a des dizaines. J'en ai juste sélectionné quelques-uns pour toi et pour nos fabuleuses. Le premier jeu, je vais te le raconter avec une histoire d'une personne que j'ai accompagnée. Michel a sa maman, Bernadette, dont elle s'occupe. Régulièrement, Bernadette, en pleine nuit, appelle Michel au téléphone. Et puis, le dialogue qui s'inscrit ressemble un petit peu à ça. « Michel ? Oui, maman ? Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive pas à dormir, je suis angoissée. »« Ah, très bien, pourquoi tu lis pas un livre ou un magazine ? »« Oh oui, mais j'ai pas envie de lire. »« Bon, pourquoi tu regardes pas la télé ? » ?»« Oui, mais à cette heure-là, il n'y a rien d'intéressant. »« Oui, mais pourquoi tu fais pas quelque chose, je sais pas, moi, regarder un film, par exemple. »« Ah oui, mais je les ai tous vus. »« Écoute, maman, ça suffit, je t'ai déjà dit que tu ne m'appelais que s'il y avait quelque chose de grave. » Et à partir de là, la dispute pouvait commencer. Et ça se répétait entre 2 et 3 fois par semaine. Alors, il y a différents jeux dans ce scénario. Il y a d'abord un premier jeu, peut-être, c'est le « oui, mais ». Eh bien oui, c'est exactement le jeu que je viens de te décrire qui s'appelle le « oui, mais ». Parce que oui, ce qui est intéressant, c'est que chaque jeu a son nom. En fait, dans le scénario qui est écrit là du « oui, mais », Bernadette, la maman, appelle sa fille en lui présentant un problème. Sa fille, Michel, essaye de répondre au problème en faisant des propositions, en disant « mais pourquoi tu ne ?» Et systématiquement, Bernadette repousse la solution en disant « oui mais, oui mais, oui mais ». Mais là, c'est quoi la finalité de ce jeu-là? La finalité, c'est comme on l'a dit, d'avoir ces échanges qui sont improductifs, mais qui de toute façon donnent de l'existence à l'un et à l'autre.
Pour Bernadette, ça va renforcer son côté un peu victime, en disant « je suis vraiment toute seule avec mes problèmes et personne ne veut m'aider ». Et puis, il y a quand même des bénéfices pour Michel, parce que Michel, en proposant systématiquement des solutions à sa mère, finalement, va inconsciemment entretenir cette notion de dépendance et se mettre presque dans une position de sauveuse, qui est contrariée puisque l'autre en face refuse les propositions. Alors comment on peut s'en sortir de ce jeu du oui mais? Alors ce jeu du oui mais est très intéressant parce que, après avoir été accompagné, Michel a réussi à tenir un dialogue qui ressemblait à peu près à ça. Donc sa mère l'appelait. « Michel, oui maman, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à dormir, je suis angoissé. »« Ah, très bien. De quoi tu as besoin? »« J'ai besoin de dormir. »« Ah, comment je peux t'aider? »« Toi, tu peux pas m'aider. »« Ah, alors qu'est-ce que tu attends de moi? »« Rien. »« Ah, d'accord. Si tu veux, demain on en parle. » À partir de là, de ce discours-là, Bernadette a compris que Michel n'était pas la solution à ses angoisses. Et Bernadette, en changeant de posture, a finalement été à l'écoute de Michel, parce que Michel, sa fille, lui a dit « Mais finalement, je ne suis pas la solution, peut-être que tu pourrais voir une sophrologue, une relaxologue. » Ce qu'a fait Bernadette, et depuis, elle a réussi à prendre en main ses angoisses et ses insomnies. Et ça va beaucoup mieux. Mais tant qu'elle pensait que sa fille Michel était la solution à ses problèmes, finalement, le jeu n'avait pas de fin. Donc là, on a vu un premier jeu, le oui mais, et on passe au jeu numéro 2. Le jeu numéro 2 que j'ai sélectionné, c'est le jeu du sans-toi. D'accord, le sans-toi. Oui, je me rappelle l'histoire de Claire. Claire s'occupait de ses parents qui étaient devenus dépendants. Et elle ne manquait pas, en permanence, de rappeler à ses parents que, sans eux, elle aurait pu avoir un travail dans lequel elle aurait pu s'investir. Sans eux, elle aurait pu prendre des vacances. Sans eux, elle aurait pu avoir une vie tellement formidable. Sans eux, sans eux, sans eux. Le jeu du sans-toi. Mais c'est quoi le bénéfice? Le bénéfice pour Claire, c'était finalement de renforcer son rôle de victime et de dire que finalement, elle était la victime de ses parents, à qui elle faisait porter de la culpabilité. La mécanique derrière, c'est que ses parents, en étant dans cette dynamique de culpabilisation, compensaient par des cadeaux, par le fait d'aider sa fille à acheter une nouvelle voiture, parce qu'ils disaient « mais avec tout ce que tu fais pour nous, finalement, on te le doit bien ». Donc on voit bien que dans ce jeu-là, tout le monde est malheureux, tout le monde essaye de faire au mieux, mais finalement, l'idée, c'est de rentrer dans des relations qui ne sont pas forcément satisfaisantes, mais dans des relations quand même. Et du coup, est-ce que Claire, elle a pu se sortir un peu de cette situation Oui, Claire s'en est sortie puisqu'elle a pris conscience de ce jeu-là. À travers l'accompagnement dont elle a bénéficié, elle s'est rendue compte que finalement, ses parents n'étaient pas responsables des décisions qu'elle avait faites. Elle avait pris la décision, elle, de s'occuper de ses parents. Et que finalement, leur reprocher sans cesse de ne pas pouvoir faire telle ou telle chose, finalement, c'était de ces décisions que découlait cette situation. Du coup, plutôt que de faire culpabiliser ses parents, elle s'est plutôt positionnée en tant que demander à ses parents d'être le sponsor de ses projets. Donc effectivement, elle avait envie de changer de travail et ses parents l'ont aidée, l'ont soutenue, l'ont accompagnée. Et ils sont plutôt rentrés dans une dynamique de se soutenir et de s'aider l'un et l'autre, plutôt que de se culpabiliser et de se juger l'un et l'autre. Alors un dernier jeu peut-être encore? Ce dernier jeu-là, c'est un sacré jeu. C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman se joue à 3 joueurs. Le premier joueur dans le triangle de Karpman, c'est la victime. La victime, elle, pense que le monde est injuste et que tout ce qui lui arrive, c'est vraiment pas bien et il y a toujours des gens qui lui en veulent. C'est un petit peu Calimero. Ouais, elle aime qu'on la plaigne. Oui, c'est ça le problème de la victime, c'est qu'elle ne veut pas surtout être aidée, elle veut surtout qu'on la reconnaisse dans son rôle de victime. Le deuxième joueur de ce triangle de Karpman, ça va être le persécuteur. Le persécuteur, c'est celui qui va blesser, qui va juger, qui va se mettre en colère. Lui a plutôt tendance à mépriser la victime. D'accord. D'ailleurs, souvent, c'est une ancienne victime qui a changé de rôle. Et puis, le dernier joueur de ce triangle de Karpman, c'est le sauveur. Le sauveur, lui, il va avoir tendance à toujours vouloir aider la victime. Mais il ne veut pas l'aider pour la rendre autonome. Il veut l'aider parce qu'il pense que la victime ne peut pas s'en sortir toute seule. Donc, il va lui donner des conseils, il va faire à sa place,
pousse-toi, je vais le faire à ta place, je vais t'aider. Voilà. Il va vraiment entretenir cette notion de dépendance avec l'autre. Là, j'ai l'impression que ce triangle de Karpman, il peut s'appliquer à énormément de situations, mais comment on peut s'en sortir de ce jeu-là? Ce jeu-là, on s'en sort déjà en prenant conscience qu'on y joue. Et prendre conscience qu'on y joue, comme depuis le début de ces modules, c'est aussi être à l'écoute de ses émotions. Mais c'est aussi être à l'écoute, tu sais, de toutes ces petites phrases qu'on va dire de façon rituelle. Par exemple, quand vous dites « Oh, c'est vraiment pas juste, c'est encore sur moi que ça tombe, oh, c'est toujours moi qui… » Là, peut-être que c'est des signes qui montrent que tu es en train de jouer un jeu et que tu es en position de victime. Oui. Tu sais, quand tu vas dire « J'en ai marre, ça ne peut pas continuer comme ça, il va voir de quel bois je me chauffe, il va voir que je vais lui dire que… » Là, peut-être tu es en colère et tu défends ton territoire, mais peut-être que tu es aussi en train de jouer un jeu qui s'adresse à quelqu'un dans la position du bourreau. Et puis, quand tu as ces petites phrases réflexes du genre « laisse, je vais le faire à ta place »,« non, je vais m'en occuper »,« ne t'inquiète pas, je m'en occupe », tu sais ce que tu pourrais faire, c'est « tu devrais faire ça ». Et là, peut-être que finalement, le bénéficiaire de tous ces conseils, c'est toi, parce que ça te fait sentir bien dans ta peau et que tu as plutôt tendance à être le sauveur. Ce que j'appelle moi le syndrome de Superman. Et du coup, une fois que j'ai écouté ces phrases, j'en fais quoi? En fait, derrière ces phrases, il va forcément y avoir d'associer une émotion. Et il va falloir que tu écoutes cette émotion et que tu t'écoutes. Est-ce que c'est de la colère, de la frustration, de la tristesse? Ces émotions vont associer à tes phrases rituelles vraiment t'alerter sur si tu es dans un jeu ou pas. Alors, un petit défi pour finir notre vidéo. Avec plaisir. Je te propose, dans ton super cahier, de noter tes émotions. Pour cela, sois à l'écoute de ce que tu ressens. Je suis sûr que tu connais les signaux dans ton corps qui annoncent l'arrivée de la colère, par exemple. Le volume de ta voix, les petites tensions. Ensuite, demande-toi quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Et écris-le sur ton cahier. Demande-toi comment tu peux exprimer ce besoin à l'autre. Comment tu peux te passer de l'autre pour satisfaire ce besoin. Si tu te sens blessé, quel est le pouvoir que tu as laissé à l'autre pour souffrir à ce point? Plus tu souffres, plus tu lui laisses le pouvoir. Et pose-toi la question, comment peux-tu changer ça? Peut-être qu'il faut juste lâcher prise. Et puis, quand tu sens le besoin de voler au secours de l'autre, alors qu'il ne t'a rien demandé, de quoi as-tu besoin en faisant ça? Quel est son véritable besoin? Être aidé ou être sauvé? Voilà, chère fabuleuse, je te donne rendez-vous dans notre toute dernière vidéo pour t'inviter à changer le regard sur ton quotidien. Merci, chère fabuleuse, d'avoir regardé cette vidéo. Les fabuleuses, c'est la bulle d'oxygène des mamans épuisées. Pour aller plus loin, je t'invite à t'inscrire au mail du matin. C'est un rappel plein de douceur que j'envoie chaque matin à des dizaines de milliers de mamans pour les aider à garder la tête hors de l'eau. Le lien est dans la description. Que ta journée soit belle, tu es fabuleuse et vraiment, ça change tout.